Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Ce matin, au cœur de la mairie du 9e arrondissement à Paris, nous avons la chance de recevoir un artiste multiple, Hélios Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur, clarinettiste, écrivain, auteur, directeur de l'ensemble de musique incidentale. La liste de vos talents est longue et nous allons essayer aujourd'hui de découvrir qui vous êtes, notamment à travers votre dernier livre, Moi aussi, j'ai vécu. Pourquoi avoir choisi ce titre? Vous commencez, cher Steve, par la question la plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a des titres, vous savez, qui viennent au bout du livre, comme si vous pressiez un citron et que le jus soit finalement le titre. Et puis, il y a parfois des titres qui sont à l'origine, précisément, du livre et qui imposent la littérature, qui est le corollaire, finalement, d'un titre. Le titre m'est tombé sur la tête comme, j'imagine, une pomme est tombée de l'arbre. Donc, je ne peux pas vous dire l'origine du titre, d'où ce titre me vient. Ce que je peux vous dire, c'est que de ce titre a découlé le livre. Et que moi aussi j'ai vécu, naturellement, ça signifiait de toute façon un livre qui parlerait de moi, avec la distance que le romanesque vous invite à prendre, naturellement. Dans ce livre, vous vous livrez intimement, vous parlez de votre enfance, vous parlez de ce que vous avez vécu et vous partez de la tragique disparition de votre père. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, votre enfance, pour vous, et en tant qu'être humain et dans votre œuvre? Je vois l'enfance comme un territoire dans lequel je me déplace, n'est-ce pas, par l'esprit, naturellement, et tellement riche, tellement fertile. Donc l'enfance reste pour moi quand même, outre les moments de désordre, les moments terribles, les moments de joie, d'enthousiasme. Et puis un enfant, c'est quand même toujours un être qui court, ça c'est sublime. Bon, outre tout cela, je vois l'enfance, je vous dis, comme le lieu comme le puits où je peux tant et tant puiser que ça me paraît sans fin. Là, finalement, l'enfance, c'est un truc sans fin. Quand vous écrivez, ou quand on vous lit, et que vous vivez ces moments avec des mots très très précis, vous avez comme une pleine conscience que de 5 à 15 ans, je dirais, c'est là que tout s'écrit, que tout se définit, que tout prend sa force ou sa fragilité. Ouais. Quand vous êtes retombé dans ces souvenirs et qu'il fallait mettre des mots, des adjectifs, et que vous étiez en train d'être très universel dans un propos très personnel, est-ce que vous aviez déjà conscience de ça? Finalement, l'enfance, c'est le temps de la mémoire. Et c'est le temps de la mémoire parce que c'est le temps du présent vécu avec la plus grande intensité. Et l'enfance, c'est justement le temps de la mémoire parce que l'enfance, c'est une période de vie où vous laissez les plus grandes empreintes sur Terre et où, sur vous, sont laissées les plus grandes, les plus sublimes, les plus bouleversantes et, naturellement, les plus terribles empreintes. Donc je ne sais pas s'il y a cette distance que je peux avoir aujourd'hui et ce regard un peu en dehors de moi qui me ferait dire au moment même où je vivais les choses que ce qui se passe là est important, fondamental, nourricier. Mais ce que je peux vous dire, et ce dont je suis maintenant certain, c'est que tout est tellement pleinement vécu que c'est un présent qui n'est pas à prendre à la légère dans une certaine mesure. Donc oui, sans doute que l'enfance est un ultra-conscient, l'enfance est un ultra-conscient. Mais dans quelle place et où réside la conscience inconsciente de l'enfance, ça je ne peux pas vous le dire, c'est pas mon job. Moi je me suis occupé à vivre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous mélangez tout en ne mélangeant rien. Donc, on fait un saut, par exemple, vous créez aussi un album. Ouais. Un album, même à Auschwitz. Vous y interprétez les musiques composées dans les camps de concentration par les déportés. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à faire ce choix? Si je voulais aller vite, je dirais eux. Et si je devais répondre peut-être plus honnêtement, je ne dis pas que c'est malhonnête ce que je viens de dire, je dis que je voulais aller vite.
Si je devais répondre plus honnêtement, eh bien je dirais sans doute mon père. Mon père est mort en Inde, j'avais 4 ans, en 1979, à Bombay. Il a donc été là-bas incinéré, comme tous les misérables qu'on incinérait là-bas. Je crois que dans une certaine mesure, je cherche à déchiffrer dans les cendres des morts sans sépulture, des victimes de la Shoah, je cherche à déchiffrer les cendres dispersées de mon père, qui sont allées rejoindre celles de tous les suppliciés et des assassinés d'Auschwitz, mais par un trajet totalement différent, naturellement. Mais mon père est aussi un mort sans sépulture. C'est d'ailleurs une part de mon livre. Oui. Eh bien, c'est aussi une part de mon œuvre en tant qu'interprète. Comment vous les avez retrouvés? Comment vous avez pu retrouver ces œuvres qui ont été, entre guillemets, englouties pendant la Shoah? Vous savez, ce qui est étonnant, et encore une fois, miraculeux, c'est le trajet emprunté par ces œuvres pour parvenir jusqu'à nous. On n'imagine absolument pas. Vous parliez de Kropinski, par exemple. Voilà cet homme qui compose, comme vous l'avez dit, à peu près 600 œuvres. Lorsque le camp est libéré de Buchenwald, tous ces manuscrits qu'il avait planqués, il ne peut pas partir avec, c'est un poids trop, enfin, il ne peut pas. Donc, on sait qu'il en a abandonné là-bas environ peut-être 300. Donc, le voilà, partant vers sa Pologne, son village polonais, où il était né, le voilà reparti avec 300 œuvres, ce qui est déjà énorme, hein. Opérette, quatuor à cordes, pièces pour piano, chansons, tango, tout ce que vous voulez. Et le voilà qui repart. Et sur le chemin qui le mène jusqu'à son village, cet homme-là crève tellement de froid qu'il se réchauffe aux flammes de ses propres œuvres. Et il en brûle une quantité incroyable. Et aujourd'hui, son fils a, dans une armoire, 111 œuvres de Józef Kropinski. Mais je veux dire, je m'étonne encore qu'on soit 2 en Europe à les jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Moi, je veux bien. Moi, j'adore Beethoven. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de la 743e version d'une symphonie de Beethoven lorsqu'on laisse croupir Kropinski. Et ce qui est sidérant, c'est que cet homme-là, après avoir eu cette espèce de création tellement volcanique, sublime, enfin incroyable, inimaginable, 600 œuvres en 5 ans. Bon. Après la guerre, il n'a plus jamais écrit une seule note de musique et il est devenu exploitant agricole. Il y a là quand même un mystère indénouable que je crois que personne ne peut se lasser de questionner. Est-ce qu'à votre avis, c'était une façon de survivre ou c'était une façon de rendre l'indicible et cette cruauté de moment en le magnifiant avec la musique? Vous savez, je pourrais vous répondre dans un premier temps de manière brutale en disant « j'en sais rien ». Parce que c'est très compliqué de répondre à une question comme ça. Et je pourrais vous répondre, comme l'a fait un jour Philip Glass, le grand compositeur américain, juif américain, à qui j'ai posé la question, puisque c'est un compositeur immensément prolixe. Et je lui ai dit « mais pourquoi est-ce que vous composez ?» Et il m'a dit « it's a nervous twitch ». C'est un tic nerveux. Je crois que dans une certaine mesure, il y a dans une situation-là, une telle pression
que je crois que les œuvres, dans le cas de Kropinski, quand on voit 600 œuvres, que naturellement, c'était un truc vital, nerveux au sens le plus délirant et même au sens le plus déréglé du terme. D'ailleurs, il composait, mais de temps en temps, il notait sans sens de mémoire un tango qu'il avait apprécié. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on a des exemples comme ça. Ah, bien sûr. Le papa de Catherine Ringer, Sam Ringer, qui dessine des ciels et qui embellit ce qu'il voit autour de lui pour faire des dessins et pour le partager avec les autres. Victor Young Pérez, qui fait des matchs de boxe alors qu'il fait 40 kilos, avec des Allemands de 120 kilos pour montrer qu'il a encore de la force à tous ses frères et leur donner des croûtons de pain. Absolument. On a des exemples comme ça. Absolument, mais vous savez, l'art c'est quand même enfin, pardon, alors là je vais dire une banalité, mais l'art c'est quand même extraordinaire. Je crois que je n'en aurais jamais, moi, fini de remercier ceux qui m'ont mis à la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon sang, mais vous vous rendez compte? C'est une nourriture de l'âme totalement essentielle. Ah oui, c'est une nourriture indispensable. Et d'ailleurs, toutes les civilisations elles crèvent en premier parce qu'elles sont en absence d'art. Voilà. Et d'ailleurs, le premier souci de toutes les dictatures, c'est de mettre les poètes, les musiciens, les écrivains, les intellectuels de côté. Là c'est l'air qu'on respire. Je suis bien d'accord avec vous. Finalement, en fait, à votre façon, avec votre personnalité, vous semblez combattre férocement l'antisémitisme. Encore une fois, pardon, je vais vous faire deux réponses. Mais c'est pas grave, je préfère 2 que 0. Et même, je pourrais même en faire une troisième si je voulais. Vous savez, un jour, Ivry Gitlis m'a dit... Ivry Gitlis, sublime, un grand violoniste qui vient de nous quitter. Un jour, on se rendra compte que Chagall est mort une 2e fois quand Ivry Gitlis est mort. C'est un pur génie. Je veux dire, maintenant, il y a des tas de grands violonistes, hein, mais il y a surtout de bons élèves. Gitlis, c'était autre chose. Et un jour, Gitlis m'a dit des 2 solutions, choisis la 3e. À chaque fois que vous me posez une question, je vois trop. Bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on est obligé de convoquer, de fouiller dans des poubelles dans lesquelles, finalement, on trouve toujours les mêmes choses. Et celles et ceux qui nous écoutent sont sans doute suffisamment renseignés sur le sujet pour ne pas se laisser avoir par de telles babioles, n'est-ce pas? Je n'ai pas la mentalité d'un brocanteur qui espère trouver une perle, vous voyez, dans les poubelles dans lesquelles il fouille. Je dirais que pour terminer sur ce sujet-là et pour commencer, je crois que peut-être que le meilleur moyen pour vaincre et combattre l'antisémitisme, c'est d'avoir du talent, d'avoir du génie et d'emmerder les autres, tout simplement. Ah, voilà une bonne réponse. Tu ne veux pas en parler, mais tu me donnes une bonne réponse, donc c'est bien. Exactement. Sur ces bonnes paroles, je voudrais te remercier parce que ton travail, ce que je découvre, ce que je lis, ce que j'écoute, me surprend dans le bon sens. En tous les cas, il y a un univers. Et souvent, quand on écoute une œuvre, quand on regarde un tableau, quand on regarde un film, ce qui nous reste, ce qui nous donne comme audace, c'est d'oser créer un univers. Et tu as un univers, et c'est très rare. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.